Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Yamatai. Avant de commencer, je voudrais remercier la boutique Univers Ludo qui m'a gracieusement offert cette copie de Yamatai. Vous pouvez les visiter au www.universludo.ca pour vous acheter des jeux de société à très bon prix. Et en plus, ils ont un excellent service à la clientèle. Yamatai vient d'être publié en 2017 par la compagnie Days of Wonder. C'est un jeu qui nous vient de Bruno Catala et de Marc Parquin. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et qui va durer de 40 à 80 minutes. Le but du jeu va être de ramasser le plus de points de prestige pour impressionner la reine Himiko pour qu'elle nous déclare le meilleur bâtisseur de Yamatai. C'est un jeu où on va faire dans le fond des points de victoire de différentes façons. On va avoir un jeu qui va avoir de la construction de routes. Donc on va placer des petits bateaux sur le plateau pour faire des routes autour des différentes îles de Yamatai. Et on va tenter de construire des bâtiments qui vont donner des points sur ces dites îles. On va aussi recruter des spécialistes qui vont nous donner des habiletés spéciales ou des pouvoirs uniques qu'on peut utiliser pendant la partie ou d'autres façons de marquer des points pendant ou des bonus de fin de partie. On va aussi avoir un ordre de tour de jeu variable, donc à chaque tour, l'ordre de tour de jeu va changer selon les tuiles qu'on va avoir recrutées. Donc les tuiles qui vont nous donner des bateaux au début de notre tour de jeu vont aussi avoir un numéro. Et ce numéro-là va être la place où on va jouer au tour suivant. Donc plein de petites choses qui se passent dans Yamatai, donc un jeu de stratégie très intéressant. Je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va aller pour un placement à 2 joueurs. On va placer le plateau sur le centre de la table. Par la suite, on va prendre les 10 tuiles flottes qu'on va mélanger. On va en placer 5 faces cachées de façon aléatoire à droite ici. Et on va en placer 5 faces ouvertes ici aléatoirement. Donc il va y avoir les 10 tuiles flottes sur le plateau. Par la suite, on va faire la pile de tuiles de spécialistes qu'on va aussi mélanger. Et on va révéler les 5 premiers spécialistes qu'on va placer dans le haut du plateau. On va faire une pioche avec les tuiles de bâtiments qu'on va aussi mélanger. Et on va placer les 5 premiers bâtiments face visible disponibles pour les joueurs. On va placer les jetons de bâtiments spéciaux, donc les tories, les palais près du plateau. Les jetons de prestige, les jetons sanctuaires. De l'autre côté, on a les 5 sortes de bateaux qui représentent les 5 ressources. Les bateaux verts avec le bambou, les bateaux bruns avec le bois, les bateaux noirs avec la pierre, les bateaux rouges avec l'argile et les bateaux jaunes avec l'or. On va aussi faire une réserve avec les pièces qui représentent l'argent qu'on va utiliser dans le jeu. Ensuite, on va placer de façon aléatoire des jetons de culture sur chacune des îles du plateau. J'ai déjà fait ce placement. Et on va regarder ensuite le contour des jetons. Donc certains jetons vont avoir des contours gris comme celui-ci. On va ensuite placer une montagne tout simplement où il y a des jetons gris. Donc il devrait y avoir 7 emplacements avec des montagnes qui sont sur le plateau. Donc si on construit des bâtiments sur des montagnes, on va faire un point de prestige supplémentaire à ce moment-là. Certaines montagnes vont être sur des jetons qui n'ont rien dessus, donc ce jeton-là, on va le retirer et on va placer la montagne. Même chose pour les autres jetons qui sont les blancs, on va les retirer tout simplement. Il n'y aura pas de jetons de culture sur ces îles-là, donc il manque la montagne ici en plein milieu. Pour savoir qui va jouer en premier, on va prendre un meeple de chaque couleur et aléatoirement, on va en choisir un qu'on va placer sur la case numéro 1. Ensuite, l'autre joueur va être sur la case numéro 2. Et ensuite, le premier joueur va jouer à la case numéro 3 et le deuxième joueur à la case numéro 4. Donc, dans une partie à 2 joueurs, on va jouer chacun 2 fois dans chacune des rondes de jeu. Chacun des joueurs va recevoir un plateau personnel à sa couleur qui est en fait un aide de jeu qui nous montre les différentes phases de jeu qu'on va pouvoir faire pendant notre tour. Les joueurs vont aussi avoir 10 bâtiments standards de leur couleur pour une partie à 2 joueurs. Si jamais on joue à 3 ou 4 joueurs, on va utiliser moins de bâtiments. Chacun des joueurs va commencer aussi avec une valeur de 10 pièces qu'il va placer sur son plateau. Un tour de jeu à Yamatai se divise en 5 phases qu'on retrouve sur le plateau d'aide de jeu. La première phase, les joueurs vont recruter une tuile flotte, vont ensuite gagner les bateaux qui sont indiqués sur la tuile, vont avoir aussi un petit pouvoir qui vient avec la tuile qu'ils vont pouvoir effectuer dans leur tour. Ensuite, les joueurs vont pouvoir commercer, soit acheter ou vendre un bateau selon les prix indiqués sur le plateau. Par la suite, les joueurs vont placer des bateaux sur le plateau. Lorsque les bateaux seront placés, les joueurs auront le choix de construire un bâtiment s'ils sont capables ou de réclamer des jetons de culture. Par la suite, les joueurs vont placer dans leur part un bateau restant s'ils en ont encore un dans leurs mains. Sinon, les autres bateaux seront placés de côté ici. Et finalement, la dernière phase, la 5e, va permettre aux joueurs d'acheter des tuiles de spécialistes qui vont leur donner des habiletés spéciales.
À son tour de jeu, le joueur qui va avoir son meeple le premier sur la piste de tour de jeu va prendre son meeple. Par la suite, il va choisir une des 5 tuiles flop qui est disponible, qui sont visibles. Donc, il pourrait par exemple choisir la tuile qui est ici, qu'il va placer dans sa zone de jeu avec son meeple sur la tuile. Ensuite, le joueur va prendre les bateaux qui sont indiqués sur la tuile. Donc ici, on a un bateau vert et un bateau noir qu'il va prendre dans sa main, qu'il va pouvoir jouer dans son tour de jeu. Par la suite, chacune des tuiles va conférer une petite habileté spéciale que le joueur va pouvoir utiliser pendant son tour de jeu. La tuile numéro 1 est la seule qui ne confère aucune habileté spéciale. La tuile numéro 2 nous permet de réserver un des 5 bâtiments visibles à côté du plateau. On va alors le placer sur notre plateau personnel et il y a seulement nous qui va pouvoir le construire. Par contre, s'il n'est pas construit à la fin de la partie, on va avoir une pénalité de points de victoire. La tuile numéro 3 nous permet d'aller regarder les 3 prochaines tuiles de bâtiments qui s'en viennent et de les placer dans l'ordre qu'on le souhaite et même de les mettre en dessous de la pioche si on veut. La tuile numéro 4 nous permet de glisser un bateau d'une case sur le plateau. La tuile numéro 5 nous permet de placer un jeton sanctuaire sur une île vide. À ce moment-là, ça empêche la construction de bâtiments tant qu'il y a le jeton sur cette île. La tuile numéro 6 nous permet d'échanger de position 2 jetons de culture sur le plateau. La tuile numéro 7 nous permet d'enlever 2 bateaux du plateau et de les remettre dans la réserve. La tuile numéro 8 nous permet d'échanger la position de 2 bateaux sur le plateau. La tuile numéro 9 nous permet de construire un bâtiment avec une ressource en moins. Et la tuile numéro 10 nous donne simplement 3 bateaux, dont un qui est de la couleur de notre choix. Dans la deuxième phase de jeu, les joueurs pourront commercer, c'est-à-dire qu'ils pourront s'acheter un bateau avec les prix qui sont ici. Donc les bateaux verts à 1 pièce, les bateaux bruns à 2 pièces, les noirs à 3 pièces, les rouges à 4. Et on ne peut pas acheter de bateau jaune. Donc là, ça coûte trop cher. Le joueur peut aussi décider de vendre un de ses bateaux. Donc les bateaux qu'il a gagnés là, avec sa tuile qu'il a choisi pourrait vendre son bateau vert pour 1 pièce ou vendre son bateau noir pour 3 pièces. Le joueur doit faire seulement une transaction, donc soit un achat ou une vente. Dans le cas-ci, je pourrais dépenser 1 pièce pour m'ajouter un bateau vert. Donc ça me donnerait 3 bateaux que je vais pouvoir placer là, dans la prochaine phase de jeu. La troisième phase de jeu est celle dans laquelle les joueurs vont placer des bateaux sur le plateau. Donc les bateaux qu'on place, il y a seulement une restriction sur le premier bateau qu'on va placer sur le plateau. Je peux placer mon premier bateau, évidemment, dans un des emplacements de départ. Donc je peux mettre n'importe quel bateau de n'importe quelle couleur pour débuter avec les emplacements de départ. Et ceux à la suite, il n'y a aucune restriction. Je pourrais placer mes bateaux comme ça, vert et noir. L'autre condition, si je ne veux pas placer mes bateaux dans un emplacement de départ, je peux partir d'un endroit où il y a déjà des bateaux. Donc s'il y a un bateau vert, je pourrais partir sur une des cases qui est adjacente. Par contre, le premier bateau, dans ce cas-ci, doit être de la même couleur que le dernier bateau qui est placé. Donc il faut que je commence avec un bateau vert et par la suite, je pourrais continuer et m'en aller avec mes autres bateaux, peu importe dans l'ordre qu'on les place. Lorsque le joueur a terminé de placer les bateaux qu'il veut placer, donc il peut décider de garder certains de ses bateaux, mais lorsqu'il a décidé de terminer cette phase-là, il va devoir choisir entre l'option de construire un bâtiment ou de défricher la terre pour gagner des jetons de culture. Donc si le joueur, par exemple, venait placer 2 bateaux noirs ici, un à la suite de l'autre, à la suite d'un bateau noir qu'il y avait déjà sur le plateau, je pourrais décider de prendre des jetons de culture. J'ai placé 2 bateaux, je peux prendre donc 2 jetons de culture sur les îles qui sont adjacentes au bateau que je viens de placer. Donc je pourrais prendre le jeton bleu qui est ici, et avec l'autre bateau, je pourrais prendre l'autre jeton bleu qui est en haut. Donc je vais garder ces jetons bleus-là dans ma zone de jeu. Ils vont me servir plus tard à acheter des tuiles de spécialistes. Si un joueur plaçait plutôt des navires, comme ceci, un navire rouge et un brun, et qu'il décide de prendre l'option de construction. Donc il va regarder les navires qu'il y a autour de l'île où il vient de placer des bateaux. Donc j'ai 2 rouges, 2 verts et un brun. Et il va regarder sur les bâtiments disponibles à côté du plateau s'il a les prérequis avec les couleurs de navire. Donc ici on voit que pour construire ce bâtiment-là, il faut que j'ai 2 navires rouges et un navire brun autour de l'île, ce qui est le cas présentement. Je pourrais décider de prendre la tuile de bâtiment et de construire un bâtiment sur cette île. À ce moment-là, le joueur va prendre un de ses jetons de bâtiment et va venir le placer sur l'île en question. Il va prendre la tuile, il va la placer dans sa zone de jeu face cachée et dans le fond, il va marquer les points là, qui est écrit ici. Donc, il va marquer 3 points en fin de partie avec ce bâtiment. De plus, si on construit sur une montagne, le joueur va recevoir un jeton de prestige, donc un petit éventail comme ça, qui va donner un petit point de victoire à la fin de la partie. Si on avait construit notre bâtiment et qu'il y avait à côté, sur une île adjacente, un bâtiment de prestige, lorsque je construis
mon bâtiment standard à côté d'un bâtiment de prestige, je vais aussi gagner un jeton de prestige comme ça. Donc si je construis adjacent à un bâtiment de prestige et sur une montagne, ben à ce moment-là, le joueur va gagner 2 jetons de prestige. Donc il vient de faire 5 points là, parce que son bâtiment en vaut 3 et qu'il a gagné 2 jetons de prestige bonus. Si dans un tour suivant, le joueur orange vient construire un autre bâtiment ici sur l'île adjacente à son autre bâtiment orange, il va avoir ce qu'on appelle un groupe de bâtiments. Le joueur va alors gagner un bonus en pièces égal au nombre de bâtiments dans son groupe. Donc si j'ai 2 bâtiments, un adjacent à côté des autres, donc le joueur gagnerait 2 pièces à ce moment-là de bonus. Et s'il construit au prochain tour un bâtiment sur l'île adjacente, s'il a un groupe de 3, il gagnerait à ce moment-là 3 pièces. On a certains bâtiments qui sont les échoppes. Donc les échoppes vont multiplier par 2 le bonus accordé au groupe. Donc si je venais de construire une échoppe ici et que j'ai un groupe de 3, donc j'ai 3 bâtiments fois 2 à cause du bonus de l'échoppe, je gagnerai un bonus de 6 pièces à ce moment-là. Les bâtiments de prestige ne comptent pas dans les groupes et ne seront pas multipliés dans les groupes pour avoir le bonus de pièces. Les bâtiments de prestige sont très difficiles à construire. Donc ici, par exemple, je pourrais construire un Torii, donc qui donne 5 points de victoire, ce qui est très gros pour un bâtiment, mais il doit avoir un bateau de chaque couleur autour de l'île. Donc ici, par exemple, j'ai un bateau de chaque couleur, je pourrais venir construire un Torii à mon tour. À ce moment-là, je vais placer la structure du bâtiment de prestige et je ne placerai pas un de mes bâtiments standards à ce moment-là. Et n'importe quel autre joueur, lorsqu'ils vont construire des bâtiments adjacents aux bâtiments de prestige, vont pouvoir bénéficier du bonus là, de points de prestige qui vont être donnés. Donc ça double tranché un petit peu, ça donne beaucoup de points, mais ça peut aider nos adversaires. Dans la 4e phase de jeu, le joueur va regarder s'il lui reste des bateaux en main. Donc s'il y a des bateaux qu'il décide de ne pas placer sur le plateau, à ce moment-là, il va pouvoir en placer un seul dans son port qu'il va conserver et qu'il pourra utiliser dans les tours suivants. Donc je pourrais garder ici mon bateau noir que je vais placer sur mon port. Et mon bateau vert, malheureusement, va être mis de côté. Donc il va aller dans la zone à droite du port. Et dans cette zone-là, les bateaux seront barrés. On ne pourra plus les utiliser pour le reste de la partie. Et pour chaque 2 bateaux qui seront dans cette zone-là à la fin de la partie, ça va m'enlever un point de victoire. Dans la 5e phase de jeu, les joueurs pourront dépenser les jetons de culture qu'ils ont ramassés pour s'acheter des tuiles de spécialistes. On peut faire un achat par tour, donc on peut soit échanger 2 jetons de culture de la même couleur ou simplement 3 jetons de culture de couleurs différentes pour pouvoir acheter une des tuiles spécialistes qui est dans le haut du plateau. Les tuiles spécialistes vont nous donner des points de victoire ici comme indiqué en bas à droite, en bas à gauche de la tuile, pardon. Et on a certaines tuiles de spécialistes qui, en plus de nous donner des points, vont nous conférer une petite habileté spéciale à utiliser pendant la partie. Donc ici, ce serait 2 emplacements de port supplémentaires. Donc à ce moment-là, j'aurais pu, si j'avais eu ce spécialiste-là, placer mon bateau vert dans un espace de port et l'utiliser au prochain tour. On a certains spécialistes qui ne donnent aucun point. Par contre, ils vont nous donner une petite habileté qui va nous aider à faire des points en fin de partie. Normalement, on fait 1 point de prestige pour chacune des tranches de 5 pièces qui nous restent en fin de partie. Mais si j'ai le spécialiste ici, ça va seulement être à toutes les tranches de 3. Donc mes pièces vont donner beaucoup de points en fin de partie. C'est pour ça que le spécialiste en tant que tel donne 0. Donc il n'y a pas de nombre maximum de spécialistes qu'on peut avoir dans notre zone de jeu, mais on peut seulement en recruter un seul par tour. Il y a un total de 18 tuiles spécialistes différentes qui sont toutes détaillées au verso du livret d'instruction. Donc je ne passerai pas en détail chacune d'entre elles, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles donnent des points de victoire et que certaines, en fait la plupart, vont aussi donner une petite habileté spéciale qu'on va pouvoir utiliser tout le reste de la partie. Lorsque tous les meeples auront été enlevés de la piste, ça va déclencher la fin de la manche. À ce moment-là, on va préparer la manche suivante. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer 2 pièces sur chaque tuile de spécialiste qui n'a pas été achetée dans cette manche. Donc à chaque manche, on va rajouter des pièces comme ça. Et ça veut dire que le joueur qui va aller recruter cette tuile-là va aussi gagner les pièces qui sont sur la tuile. On va aussi rafraîchir pour revenir à 5 tuiles spécialistes pour la prochaine manche. Même chose avec les tuiles de bâtiment, on va rafraîchir pour qu'il y en ait 5 visibles pour la prochaine manche.
Par la suite, les joueurs vont regarder les tuiles qu'ils avaient recrutées, les tuiles flottes qu'ils avaient recrutées pendant le tour, et vont prendre les meeples et les placer sur l'endroit sur la piste d'autour de jeu indiqué par le chiffre sur la tuile flotte. Donc ici, le joueur orange aurait un meeple sur l'emplacement numéro 10 et un sur l'emplacement numéro 7, tandis que le joueur bleu aurait un meeple sur l'emplacement numéro 2 et un sur l'emplacement numéro 4. Donc ça va déterminer l'ordre de tour de jeu pour la prochaine manche. Ça veut dire que le joueur bleu va jouer 2 tours consécutifs et ensuite le joueur orange va jouer 2 tours consécutifs. Les 4 tuiles flottes qui ont été utilisées dans la partie vont être mélangées de façon cachée. Par la suite, on va faire glisser vers la gauche les différentes tuiles pour qu'il y en ait 5 dans la zone visible, qu'on va retourner tout simplement. Ce seront les 5 que les joueurs auront disponibles pour la prochaine manche. Et les 4 qu'on vient de mélanger vont être placées à la fin. Donc elles vont finir par revenir éventuellement là. Donc il va toujours avoir 5 tuiles flottes visibles et 5 cachées. Les joueurs vont donc jouer un à la suite de l'autre, les manches vont s'enchaîner une à la suite de l'autre, jusqu'à ce que la fin de la partie soit déclenchée. Il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher la fin de la partie. Premièrement, si un joueur réussit à placer tous ses bâtiments standards sur le plateau et qu'on termine la manche, ça va marquer la fin de la partie. Si jamais on n'est plus capable de rafraîchir les bâtiments, donc que la pioche est vide et qu'on ne peut pas rafraîchir à 5 à la fin d'une manche, ça met fin à la partie. Même chose avec les spécialistes, donc si on ne peut plus rafraîchir pour avoir 5 spécialistes à la fin d'une manche, ça va déclencher la fin de la partie. Si jamais il n'y a plus de bateau d'une couleur, donc une des 5 couleurs, qu'il n'y a plus de bateau disponible de cette couleur-là, à ce moment-là, ça va aussi marquer la fin de la partie. On va passer directement au décompte final. Les joueurs vont d'abord calculer leur total de pièces à la fin de la partie. Donc si j'ai 43 pièces, pour chaque tranche de 5, on va marquer un point. Donc ici, ça me ferait 8 points avec mes pièces. Par la suite, on va additionner les jetons de prestige. Chaque jeton va donner un point de prestige. Donc j'ai 4 points ici. Par la suite, on va retourner les tuiles de bâtiment qu'on a construit pendant la partie et on va additionner le nombre de points. Donc ici, j'aurais 3, 6, 10, 20... et j'aurai 24 avec mes tuiles de bâtiment. Par la suite, je vais regarder les valeurs de points de prestige de mes spécialistes. Donc ici, j'ai 2, plus 1, 3, plus 3, 6, 10 et 12 points pour mes tuiles spécialistes. Et ensuite, pour les pénalités, si jamais j'ai des paires de bateaux ici dans la zone mise de côté, ça va m'enlever un point pour chaque paire. Donc ici, je perdrai un point. Et si jamais j'avais réservé des bâtiments pendant la partie avec la tuile flotte numéro 2 qui nous permet de réserver des bâtiments, s'il me reste un bâtiment réservé que je n'ai pas eu le temps de construire, ça va aussi m'enlever un point. Les joueurs vont alors cumuler leurs points de prestige et celui qui en aura le plus sera déclaré le gagnant, donc le grand bâtisseur de Yamatai qui a le plus impressionné la reine Himiko. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a joué en premier dans la dernière manche de jeu qui va gagner l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Yamatai. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Yamatai? On va commencer avec les côtés positifs. Premièrement, je suis un gros fan des jeux de Days of Wonder. Donc, si vous voyez que j'en ai une coupe ici et ici. Donc, j'en ai acheté pas mal. C'est des jeux que j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce qu'on est sûr d'avoir du super matériel et c'est encore le cas dans Yamatai. Donc, toutes les composantes en bois, les bateaux, les bâtiments, tout ça. Donc, c'est vraiment des composantes solides, vraiment du beau matériel. Le côté visuel, artistique, les dessins qu'on retrouve là-dedans, les spécialistes et tout ça, c'est magnifique encore une fois. Donc, un univers qui nous jette par terre tellement c'est beau. Donc, ça, on aime ça. C'est des jeux qui sont attirants, qu'on les voit sur la table. On a le goût d'aller voir c'est quoi ce jeu-là. Ça nous attire par toutes les couleurs là, qu'on voit quand on vient de finir une partie, là, puis il y a de la couleur partout. Donc c'est sûr que c'est attirant comme jeu. Donc ça, je pense que c'est bien réussi. Ce qui est le fun aussi avec Days of Wonder, c'est qu'on a un insert à l'intérieur de la boîte pour bien ranger le matériel. Donc ça, c'est vraiment cool. Tout est bien rangé, tout tient en place. Ça, c'est le fun aussi. Ça facilite aussi le rangement du jeu. Ça facilite la mise en place à ce moment-là. On a aussi un jeu qui est quand même simple à comprendre, donc le principe n'est pas trop compliqué. On prend une tuile, on place des bateaux. Avec les bateaux, je peux construire ou prendre des jetons de culture.
ça reste assez simple à comprendre. Par contre, une fois qu'on se met à jouer, ben là, on commence à remarquer toutes les petites subtilités. Puis le fait que le plateau il est commun, les bateaux qu'on place, ils nous appartiennent plus, ils sont communs pour tous les joueurs. Tous les joueurs peuvent l'utiliser pour bâtir. Donc là, il faut vraiment commencer à réfléchir. Ok, si je place ça là, ben lui, il va en profiter. Lui, il a telle tuile, il va essayer d'aller faire telle affaire. Fait que là, je vais aller me placer à telle autre place. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de profondeur stratégique quand on commence à jouer. Mais au début, le plateau est vide. Puis qu'au début, on n'a pas tant d'options que ça. Au début, on place des bateaux, on va chercher des jetons de culture. Il faut qu'on commence par enlever les jetons de culture si on veut construire par la suite. Donc, je trouve que la courbe de progression dans une partie est vraiment bien faite parce qu'au début, on n'a pas beaucoup d'options. Fait que ça va quand même bien jouer nos tours de jeu. C'est rapide, on n'a pas de choses à se demander, à se questionner. Puis plus la partie avance, puis plus les réflexions sont longues, plus on est concentré, on fait comme ok, ben là, je veux pas trop aider les autres joueurs. Donc là, il y a de plus en plus d'options qui s'ouvrent à nous autres. Puis je trouve que c'est des réflexions qui sont le fun. C'est vraiment un style casse-tête, puzzle si on veut. Là. Puis il faut faire attention là, pour pas trop aider nos adversaires. Ce que j'ai aussi adoré, c'est le plateau d'aide de jeu. Donc tout ce qui est sur l'aide de jeu, c'est le tour de jeu qui est résumé avec des symboles uniquement. C'est vraiment bien fait. Une fois que vous avez joué une manche, là, vous allez comprendre tous les symboles qui sont là-dessus. Même si ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est vraiment tout bien expliqué. Tous les petits détails sont là. Les petits bonus quand tu construis. Si tu construis à côté d'un bâtiment de pressé, si tu construis à côté d'une montagne. Ton petit bonus d'argent si tu as un groupe de bâtiments. Tous ces petits détails-là sont sur le plateau de jeu. Donc si tu te suis à ça, tu te réfères à ça, ben, tu te retrouves assez vite. Fait que ça, c'est encore une fois très bien réussi par Days of Wonder. C'est aussi une des compagnies que j'adore le plus, leur livret d'instructions. Donc les livrets d'instructions sont très bien faits. Ont souvent à peu près 6-8 pages, pas plus, et c'est quand même très bien expliqué, très bien espacé avec des exemples aussi, tout ça. Donc encore une fois, le livret d'instructions se lit très bien, donc vraiment le fun à apprendre à jouer à ce jeu-là avec le livret d'instructions qu'ils ont fait. Pour les côtés plus négatifs de Yamatai, c'est un petit peu le même feeling que Five Tribe. Donc, on va avoir un petit peu de l'analysis-paralysis. On a beaucoup de réflexions à faire. Surtout, plus on est loin dans la partie, plus on a de choses à penser. Plus il y a d'options, plus il y a d'endroits où je peux placer mes bateaux, plus il y a de choses que je peux faire à mon tour de jeu. Donc, des fois, ça peut être long pour certains joueurs, les joueurs qui ont tendance à trop analyser. Ben, dans ce jeu-là, ça peut un petit peu paralyser la partie. Ça peut être long avant que ça revienne à notre tour de jeu. Donc, juste faire attention. Si vous embarquez là-dedans, sachez que c'est des choses qui peuvent arriver. Aussi, c'est pas un jeu qui est nécessairement idéal à 4 joueurs. Donc, il joue jusqu'à 4 joueurs. Encore une fois, comme Five Tribe, si tu joues à 4 joueurs, ben là, c'est assez long à revenir à ton tour de jeu parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexion qui se fait dans le tour des autres. Fait que tu perds peut-être un petit peu le fil de la partie. Et évidemment, c'est pas un jeu que tu peux planifier tes actions d'avance parce que bon, les autres vont placer des trucs sur le plateau, vont construire, etc. Donc, si quand même tu planifies d'aller là, ben là, les 2 autres joueurs avant toi ou les 3 autres joueurs avant toi vont jouer, vont déplacer tout plein de trucs. Puis tu seras probablement plus capable de faire ce que tu avais planifié. Fait qu'il faut vraiment que tu penses à ton tour de jeu, rendu à ton tour de jeu, parce que les autres ont quand même une influence vu que c'est un plateau commun. On va évidemment beaucoup les comparer à Yamatai et Five Tribe. Je pense qu'on va beaucoup les comparer. Moi, j'ai vraiment le même feeling. Quand je joue, j'ai le feeling casse-tête, j'ai le feeling placement stratégique. Donc, que je joue à Yamatai, que je joue à Five Tribe, j'ai le même feeling. J'adore les deux. J'ai toujours été un grand fan de Five Tribe. J'étais sûr que Yamatai, ça allait être juste une copie du jeu ou qu'on recyclait un petit peu le même principe. Mais j'ai été très très surpris en jouant de découvrir cet univers-là, cette mécanique-là, ces placements stratégiques qui sont très intéressants aussi. Je suis vraiment déchiré entre les deux à savoir lequel j'aime le mieux. Je pense que c'est quand même des jeux qui sont quand même dans la même veine. Je peux pas encore me prononcer, mais je pense que Yamatai, un de ses avantages, c'est qu'il va y avoir peut-être une courbe d'apprentissage plus facile pour des nouveaux joueurs que Five Tribe. Five Tribe, le problème, c'est qu'au début, on a tellement d'options qu'on ne sait pas trop comment commencer. Tandis qu'à Yamatai, au début, il n'y a pas grandes options, fait que c'est facile de commencer, puis ensuite, on enchaîne nos stratégies à la suite et à l'autre de la partie. Alors Yamatai, je vais lui donner une note de A-. Donc un excellent jeu. Encore une fois, Days of Wonder avec leur sortie annuelle. Donc ils sortent un nouveau jeu par année. Puis évidemment des extensions là, pour leur gros jeu comme Ticket to Ride qui en sortent un à chaque année, etc. On a aussi Quadropolis qui ont sorti une petite extension cette année.
Five Tribe aussi, la nouvelle extension. Donc ça, c'est le fun aussi qu'ils peuvent nous sortir du nouveau matériel. Je suis pas inquiet qu'ils vont sortir une extension de Yamatai l'année prochaine. Donc, en moins, excellent jeu. Si vous aimez le style placement stratégique, un style un peu casse-tête, puzzle, qui vous porte à la réflexion et qui a quand même une belle interaction avec les autres joueurs, vu qu'on a un board et des choses qui sont en commun. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Encore une fois, un petit bémol sur les jeux de Days of Wonder, c'est le prix que ça coûte. Donc, c'est des jeux qui sont autour de 80, ça revient proche de 100$ avec les taxes. C'est pas des jeux de figurines. On a quand même du mot matériel en bois, mais c'est quand même des jeux qui ne sont pas donnés. Fait qu'assurez-vous peut-être de l'essayer avant dans un pub ou un café ludique ou avec des amis pour être sûr que vous aimez ça avant d'aller investir dans un jeu comme ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas dans le coin. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous visiter sur Passion Board Games pour des nouvelles et des articles sur les jeux de société. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.